Hello, hello, ici Johan Yangting, bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre à pas mal de questions autour de l'entrepreneuriat et de l'argent, dont certaines questions qui reviennent énormément, dont certaines sont un peu gênantes. Non, vraiment, aujourd'hui, je vais répondre sans tabou à ces différentes questions et vous apporter un peu de clarté sur, ça peut être un peu mon parcours, mes pratiques, mais aussi les choses qui me sont le plus souvent demandées, notamment concernant la thématique de l'argent. Et si c'est arrivé, c'est parce qu'aussi récemment, j'ai lancé un programme sur la thématique de l'argent, Manifeste, qui a été un énorme succès. Là, nous arrivons dans la dernière ligne droite du lancement. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez les infos en descriptif. Mais au-delà de ça, j'ai envie aujourd'hui, et d'ailleurs cette semaine, c'est un petit peu l'envie que j'ai, c'est de partager un petit peu des choses plus personnelles, vous montrer un peu les coulisses et avec tout ce temps maintenant que je suis dans le game de l'entrepreneuriat, du web, etc., de partager des choses qui peuvent vous montrer une autre facette peut-être de Johan. Voilà, parce que vous savez que j'aime bien aussi montrer autant les réussites que les échecs, partager aussi les coulisses et vous donner des vrais conseils sur la réalité du terrain, parce qu'on entend beaucoup de conseils généraux, des choses comme ça, mais moi j'aime bien aussi l'expérience. Donc voici vraiment, j'ai envie aujourd'hui de répondre à toutes ces questions et vous apporter un peu de clarté sur qui je suis, ma philosophie, mon rapport à l'argent, etc. Donc déjà, une question qui est beaucoup revenue et qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à devenir entrepreneur? Alors, pour vous dire, vraiment, l'entrepreneuriat, chez moi, c'était pas du tout naturel. Je ne savais pas ce qu'était l'entrepreneuriat, c'était même pas envisageable, c'était même pas dans ma réalité jusqu'à peut-être 2007. Et c'est vraiment quand je suis rentré en école de commerce en 2008 que j'ai découvert non seulement le monde des écoles de commerce. Bon, il y a le cliché, il y a la réalité, mais c'est pas le sujet. Mais c'est surtout que quand je suis rentré en école de commerce, il y avait des possibilités, c'était de créer son entreprise. Donc j'ai commencé à voir que c'était possible et tout. Et puis surtout, j'ai eu la belle opportunité de faire des stages et de voyager et de me confronter à des réels entrepreneurs. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment envie de devenir comme ça, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir cette liberté de créativité, d'impact et tout. Et c'est comme une sorte de déclic. Mais en vrai, le truc qui a été vraiment le déclencheur quand j'ai commencé à avoir l'idée, peut-être l'ambition de devenir entrepreneur, le vrai déclencheur ultime, ça a été quelque chose de très simple, c'est que j'ai détesté un de mes stages. J'ai failli me faire virer du stage parce que j'avais eu 2 minutes de retard et depuis ça, en fait, je me suis dit: «Non, mais je serai jamais salarié de ma vie» et je vous le dis, je n'ai jamais été salarié de ma vie en CDI. Jamais signé de CDI de ma vie. J'ai juste fait un petit CDD qui a été très ponctuel à mes tout débuts, quand j'en vivais pas encore bien après mes études et j'ai traversé une période de galère qui a été assez difficile. Et après, je vivais vraiment principalement de contrats en tant qu'auto-entrepreneur, freelance, etc. Et après, j'ai lancé mon business. Enfin, j'ai vraiment développé mon business. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé. Donc aujourd'hui, je suis en société depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, avant tout, c'était la liberté. Pouvoir être libre, pas avoir de patron, pas avoir de réveil matin. Ça, c'est les premières motivations. Après, on commence à avoir d'autres sens, d'autres motivations. Une fois qu'on est libre, on a envie d'avoir de l'impact, on a envie de créer des choses. Et puis, bien sûr, cette notion de... En fait, tout ce que je fais, c'est vraiment une envie profonde. C'est vraiment quelque chose qui j'ai envie de réaliser des projets, je mets pas de limites et puis quand on a l'état d'esprit entrepreneur, on aime créer, donc on reste pas figé ou à se contenter juste, que l'entreprise elle tourne. On a toujours envie d'expansion, d'exploration, de création et c'est pas la course aux chiffres ou la course à c'est pas une course, c'est pas une mentalité de toujours plus, c'est vraiment une mentalité de: «Ah, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer et je suis stimulé comme ça». Et l'énergie n'est pas la même. D'ailleurs, ça va faire une très bonne transition pour la question suivante, c'est comment rester motivé, surtout quand les résultats n'arrivent pas et qu'on travaille dans le vide, l'impression de travailler dans le vide. Moi, à mes tout débuts, j'ai travaillé même pendant presque 2 ans en ressentant pas grand-chose, sans pouvoir réellement en vivre. Qu'est-ce qui garde vraiment motivé? Qu'est-ce qui permet de continuer? Moi, je vais vous dire une chose, c'est que la motivation, faut pas l'attendre. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que la motivation, faut vraiment pas l'attendre, parce que
la motivation, elle fait yo-yo, parfois elle est haute, parfois elle est basse, mais s'il y a bien une discipline que j'ai depuis tant d'années, c'est que tu es motivé, tu pas motivé, tu fais ce que tu as à faire. Quand j'ai vraiment voulu lancer mon blog à l'époque et commencer à faire du contenu sur le web, je me suis pas dit, ah, aujourd'hui, j'ai pas la motivation pour écrire. Non, je me suis engagé à écrire tous les jours. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a même une période où je fais une vidéo par jour parce que j'avais vraiment envie de m'entraîner, de devenir meilleur et tout. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, tous les jours, tu t'engages à sortir une vidéo. Motivé, pas motivé, tu le fais. Et ça, je l'ai gardé. C'est vraiment la discipline. Ça veut dire que tu ne restes pas à attendre de la motivation ou à te dire, je suis dans le bon état pour faire les choses. Non, tu le fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour la vie, est très important. C'est de ne pas attendre les bons états ou les bons moments ou d'être prêt, c'est tu le fais, tu t'entraînes, tu deviens meilleur et il y a des jours avec, des jours sans. Dans le sport, c'est comme ça, hein. S'il fallait attendre d'être motivé pour s'entraîner, on pourrait pas avancer. Donc la philosophie, même dans le sport, c'est de toujours, toujours, toujours continuer à y aller, même quand on n'a pas envie. On m'a demandé aussi quel est le déclic qui m'a vraiment fait décoller en business. Qu'est-ce qui a vraiment, hop, à un moment, m'a fait passer un palier, m'a fait passer à un autre niveau? Bah, je vais vous dire, et même c'est même un concept, hein, je vous le dis de façon très honnête, c'est un concept qui à chaque fois, en fait, la progression, elle n'est pas linéaire, vous n'allez pas croître comme ça. C'est souvent, ah, ça stagne, parfois ça descend un peu, et puis hop, et après un nouveau niveau, ça stagne, et après ça descend un peu, et hop. Et c'est toujours comme ça, en fait. Enfin, chez moi, c'est comme ça. Chacun a peut-être une progression différente, mais s'il y a bien un déclic, ça va être la continuité de ce que je vous ai dit, c'est vraiment cette notion de régularité. Ça veut dire que moi, je suis plus un adepte du slow growth, ça veut dire de ne pas avoir une croissance explosive, mais de toujours continuer à se progresser dans le temps tranquillement. Et ça, vraiment, hein, je vous dis, la régularité, ça fait la différence dans les affaires, dans la vie, etc. Et dans le business, la régularité, elle se fait sur toujours continuer, non pas à se contenter de ce qu'on a, mais de toujours chercher à faire mieux ou à aller un petit peu plus loin ou à créer, à se réinventer. On est tout le temps en mouvement. Un business dans les affaires, ça a été un gros déclic. Si on commence vraiment à se reposer sur ses lauriers, à se dire dès que ça va, le business tourne, c'est bon, c'est que ça va, c'est là que les problèmes arrivent. En réalité, c'est très, très, très important ce que je vous dis là. Dans les affaires, il faut toujours, toujours, toujours être en croissance, même lente. Parce que si vous vous arrêtez et vous stagnez, c'est une mort lente. Ça veut dire que c'est pas, on stagne pas en business. Quand ça stagne vraiment, généralement, c'est avant que ça chute. Parce que le monde évolue, le marché évolue, il y a de la concurrence qui arrive, les gens se lassent peut-être aussi. Si vous n'avez pas cette visibilité, vous pouvez saturer aussi une audience qui est déjà là. Bref, faut du renouvellement. Donc, faut capitaliser sur ce qui marche, mais aussi, il faut se renouveler. Et donc, se renouveler, c'est avec du mouvement et de la régularité, mais pas tout le temps faire les mêmes choses. Il faut se réinventer, etc. Et puis d'ailleurs, en termes de chiffres, souvent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, leur ambition, c'est je veux atteindre tel niveau de revenus, je veux devenir millionnaire, etc. Et puis ils sont obsédés par ça. En réalité, à chaque fois que j'ai atteint un palier, ça a toujours été, vraiment, je vous le dis, ça a toujours été quand il y avait du sens vers l'objectif. Pourquoi l'objectif, je veux l'atteindre? Soit parce que mon niveau de vie demande de passer à un autre niveau. Soit parce que j'ai recruté des personnes et du coup, comme il faudra les payer, il n'y a pas le choix de passer à ce niveau. Soit parce que j'ai augmenté mes charges ou j'ai investi et du coup, faut atteindre ce niveau pour pouvoir continuer à être cohérent et en équilibre. Donc, toujours mettre du sens et puis aussi, parfois, ça peut être juste de l'impact. Se dire, OK, passer à un certain stade, le chiffre d'affaires, c'est bien mignon, mais du CA, ça veut dire que tu as plus de clients. Et quand tu as plus de clients, c'est que tu aides plus de monde. Donc, il y a vraiment cette philosophie-là et je crois que c'est le gros déclic. C'est une question de régularité, de se réinventer, de mettre du sens dans ce qu'on fait. Et là, généralement, on arrive assez vite à passer les différents paliers et à progresser. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est par rapport au contenu, c'est pourquoi je fais si peu de vues avec du si bon contenu pour ceux qui l'apprécient. Vraiment, c'est une remarque que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs facteurs, mais déjà, s'il y a une chose que je veux vous dire maintenant et qui est très importante, c'est que si vous aimez ce que je fais, si vous appréciez la qualité de mon contenu, ne restez pas dans l'ombre. Dites-le. Ça veut dire, même si c'est juste un like, un petit commentaire, même si c'est un emoji, faites-le. Si vous avez par exemple, mes contenus sur les réseaux, vraiment, ça coûte rien de lâcher un like ou de lâcher même des petits emojis en commentaire si vous n'avez pas envie de rédiger. Pourquoi? Parce que on est soumis aux algorithmes. Et c'est vrai que moi, je considère, c'est l'une des raisons que ce que je fais ne s'adresse pas forcément à la masse. Faire des vues, je sais faire. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui ont fait un demi-million de vues. Et c'est des vidéos qui me rapportent pas forcément des clients. Sur TikTok, j'ai déjà réussi à atteindre le million de vues.
Est-ce que ça m'a rapporté de l'argent? Pas forcément. J'ai déjà eu des podcasts qui ont fait, justement des centaines de milliers d'écoutes sur une courte période, comme si c'était un mini buzz, mais c'est pas forcément un indicateur puissant du business. Ça peut toucher dans la masse un pourcentage de bonne audience, mais en vrai, il y a un exemple opposé, c'est que je peux faire quelque chose qui va avoir, franchement, il y a un de mes podcasts que j'ai fait en début d'année qui avait 50 vues et ce podcast m'a ramené, plusieurs clients à plusieurs milliers d'euros. Donc sur les 50 vues, j'ai eu, 5 ou 6 clients, qui dans le podcast, ils ont eu un déclic, ils se sont dit: «Je veux bosser avec Johan». En consulting, hein, donc en plus haut de gamme. Et, et ça, en fait, ça montre que il y a ce qu'on appelle les vanity metrics. Ça fait plaisir, hein, tu fais des vues, c'est public, c'est la preuve sociale, c'est tu fais des vues, des likes, etc. Mais c'est pas ça forcément qui ramène du business. Donc je sais qu'on dit beaucoup, il faut une communauté, il faut de l'engagement. C'est un bon conseil, c'est une des stratégies. Mais moi, franchement, depuis les années, même à l'époque où j'avais des blogs, quand j'avais un blog, j'avais pas beaucoup de commentaires et pourtant j'avais, à l'époque, c'était énorme, hein, plus de 1000 vues par jour, 1000 vues par jour sur mon blog. Donc, ce qui veut dire que il y a quand même un truc de, j'ai l'impression que j'ai quand même une audience vraiment de majorité silencieuse et très en sous-marin. Et d'ailleurs, je le vois même quand je lance un produit ou même dans mes ventes. Il y a des fois, par exemple, un webinar, je vais avoir du monde, il y a des gens qui vont commenter dans le chat et tout. Et puis à la fin du webinar, je vais avoir un déluge de ventes, mais je vais voir les noms et c'est pas les noms que j'ai vus dans le chat du webinar. Certains, oui, hein, il y a des exceptions, mais souvent c'est ça. Parfois, je lance un produit et quand j'ai lancé mon produit sur les introvertis, j'étais étonné parce qu'en fait, je me suis rendu compte j'avais, franchement, ça a été l'un de mes plus gros lancements, pas le plus, mais l'un. Et c'était un lancement surprise. Je me suis dit, bon, j'ai une demande, je teste. Et ça a explosé. Les gens m'ont remercié, enfin, en off et tout. Et je me suis dit, ah, les introvertis, vous êtes là, sauf que vous vous exprimez pas. Et c'est pour ça, en fait, c'est que je crois qu'il faut être cohérent sur aussi les objectifs. Moi, mon objectif, alors oui, j'aimerais forcément avoir plus d'impact, avoir plus de vues et toucher plus de monde parce que ça aiderait plus de monde. Mais encore une fois, c'est pas mon focus. Et je crois que on oublie que la stratégie des réseaux sociaux n'est pas que basée sur de la visibilité, elle est aussi basée sur de la fréquence. Ça veut dire que plus on me voit souvent, plus les gens passent du temps avec moi, plus ça devient des gens qualifiés. Donc ça peut être par exemple juste 300, 500, 1000 vues, mais c'est extrêmement qualifié et c'est des gens qui deviennent des clients. Et ça fait une grosse différence en taux de conversion. J'ai les taux de conversion vraiment qui sont assez énormes. Même en mastermind, quand j'en parle avec d'autres personnes, ils sont choqués. Après, dès que je scale, et je sais scaler, même sur de la pub et tout, j'ai beaucoup d'engagement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de ventes. Mais parfois, ça peut être engagement et vente. Donc, en fait, encore une fois, c'est le funnel, c'est que la visibilité. Et sur cette visibilité, combien s'intéressent à ce que vous proposez et combien vont acheter. Donc, c'est pour ça que on peut avoir énormément de visibilité, pas forcément des clients. Donc, il faut être cohérent sur finalement où on met ses efforts et dans son modèle économique. Moi, je pourrais vraiment, et je vous dis de façon très honnête, mon business pourrait continuer à tourner sans que j'ai à continuer autant de contenu, autant que j'en fais. Mais comme j'aime ça, franchement, le contenu, c'est un truc que je kiffe. J'arrive pas à arrêter. Je kiffe partager, faire des contenus comme celui-ci et tout. Donc, bah, quand on aime quelque chose et je pense qu'on est plutôt bon pour le faire, pourquoi s'en priver? Maintenant, si vraiment vous estimez que c'est un peu injuste, en fait, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est pas moi. Vraiment, c'est pas moi. Il y a les algorithmes et tout, mais vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, si vous estimez que je fais des bonnes choses, de les partager, de liker et tout. Si vous n'aimez pas, de dislike et tout, ou de m'insulter si vous voulez. Non, je rigole, mais franchement, le pouvoir est dans l'audience. Donc, ne dites pas, vraiment, ne dites pas, ah, c'est dommage que ça passe plus de vues si vous partagez pas ou que vous n'aidez pas à référencer parce que les algorithmes sont ce qu'ils sont. Donc, voilà, j'ai envoyé cette bouteille à la mer ou peut-être activé une partie de l'audience fantôme ou des gens qui voient de temps en temps, mais vraiment, je vous dis, ça se joue sur ça. C'est vous, vous avez le pouvoir. Et puis, j'ai quand même une personnalité où j'aime pas tout le temps demander like, partage, etc. Il faut le faire, mais à force, vraiment, je vous dis, ça me saoule. Et si ce message, vous l'avez entendu, donc vous savez quoi faire. On me demande aussi, qui sont mes mentors. Alors, il y a Sangoku. J'admire Sangoku, que ça soit sa persévérance, son état d'esprit, de vouloir toujours s'amuser et en même temps aller taper des plus forts. Également, franchement, ma mère.
mes parents de façon globale, mes grands-parents, c'est des vrais mentors. J'aime beaucoup ma famille, également ma marraine aussi qui était très proche de moi. Heu, voilà, j'aimerais vous dire, j'ai des mentors entrepreneurs, successfuls, mais en vrai, j'ai croisé des gens qui m'ont aidé, qui m'ont contribué, mais mes vrais mentors, c'est soit des gens que j'ai vus, quand j'étais petit à la télé, ils ont un mindset qui m'ont motivé, fictif ou réel, et surtout c'est ma famille et mon entourage. Donc je sais que c'est moins à la mode de dire ça, mais je crois que si je suis cohérent avec moi-même, ceux qui m'ont vraiment forgé mon caractère, ça vient de là. Également, bah, comment as-tu vaincu ta timidité? Comment faire ce que je fais en étant introverti? Déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais aborder beaucoup, beaucoup cette thématique-là, les semaines à venir. On va revenir dessus parce qu'apparemment, comme je dis, ça c'est un sujet qui vous passionne, et je pense que ça doit vous parler. Mais vraiment, moi, ce qui m'a aidé, d'ailleurs aussi, parenthèse, j'ai fait, une vidéo, hein, et j'ai vraiment détaillé, comment j'ai vaincu ma timidité et comment réussir en étant introverti. Donc vous aurez le lien en descriptif, mais vous tapez «timide introverti» sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver. Mais en tout cas, c'est une sortie de zone de confort. Quand j'ai quitté, ma Martinique natale, pour, venir vivre, en France hexagonale et que j'ai commencé à être étudiant tout seul, j'ai dû aller vers les gens, j'ai dû faire des rencontres, donc ça m'a aidé, et après c'est beaucoup de travail. Bah, le fait d'avoir fait régulièrement des vidéos, des contenus, la conférence, d'y aller, d'oser, c'est s'accepter en fait comme on est et apprendre à gagner confiance en soi. Donc vraiment, allez voir directement plus simplement la vidéo que j'ai faite dessus, au moins le sujet il est développé et vous aurez, une belle structure dessus. Comment as-tu découvert ta multipotentialité? Alors la multipotentialité, pour être extrêmement honnête, je crois que je le sais depuis que je suis petit. Parce que j'ai fait plein de sports différents et je me suis lassé à chaque fois. J'ai, également été, dans pas mal de disciplines, même au niveau scolaire. En fait, au niveau scolaire, beaucoup d'enfants sont très bons, par exemple, en maths et mauvais en français et tout. Moi, j'étais dans la moyenne haute dans tout. J'étais pas des bon, j'avoue, j'étais quand même très, très bon en maths, mais j'avais plutôt des bonnes notes partout, voilà. Donc même en sport, sportif, en même temps, voilà. J'ai cassé un peu les clichés. Souvent, on dit: «Les matheux, ils sont pas bons en sport et puis ils sont pas bons en français» et cetera. Ça, c'est des règles que les gens inventent, moi, je suis justement pas dans ces règles, mais vraiment, depuis très jeune, j'ai senti que moi, j'étais touche à tout, que j'avais du mal à rester dans une case. Après, le terme multipotentiel, je crois que la première fois que je l'ai entendu, ça a dû être en 2015 ou 2016 et c'était pas en français, c'était anglophone, et quand j'ai découvert ça, ça a été un premier déclic. Après, quand j'ai commencé vraiment à en parler, c'est quand j'ai vu que j'attirais justement une audience et des personnes, qui me ressemblaient et que je me suis dit: «Ah, bah, peut-être qu'il y a un réel besoin et que je peux aider ces gens». Parce que mes clients, ils me disaient toujours, «J'ai plein d'idées, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à être spécifique, j'aime pas trouver une niche, je suis touche à tout, j'ai plusieurs casquettes, comment je fais?» En fait, j'ai vraiment, à force de connaître ma clientèle pendant autant d'années, vu que j'ai fait le lien avec cette multipotentialité et du coup, bah, je suis rentré à fond dans le sujet, pour aider un maximum de gens et c'est vrai que c'est la thématique, qui revient le plus et la thématique sur lequel j'ai peut-être, je crois, touché le plus de monde. Contrairement franchement, j'ai commencé en 2020 vraiment à y aller à fond dessus, mais j'en parlais déjà des années avant. Pour ceux qui vont dire: «Ouais, tu as copié ou machin», franchement, hein, multipotentiel, je crois que j'ai fait une vidéo en 2016 où je parlais déjà de ça, hein. On va calmer un petit peu le game. Mais non, après, c'est pas une compétition, mais c'est juste qu'il y a des gens qui revendiquent le truc alors que bon, ça existe depuis quand même, je crois, peut-être même une décennie avant. Mais en fait, la multipotentialité, ouais, je suis rentré à fond dedans plutôt en 2020 et je crois que ça a touché énormément de personnes. Donc ça, je crois que, je le savais déjà, mais je l'ai vraiment exprimé et assumé dans, peut-être les 5 dernières années où j'ai vraiment pris conscience que pendant des années, j'ai essayé de me spécialiser dans ci, dans ça, de trouver une niche, machin, puis finalement j'ai lâché, j'ai fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est: «Vas-y, éclate-toi, crée tes projets, tu en as marre, tu tu crées un truc nouveau» et voilà. C'est ça la vie pour moi. Comment gérer la critique et les haters? Alors ouais, je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup peur et tout. Pendant très longtemps, j'avoue que j'ai été un peu sensible sur ça et puis en fait, je crois que le déclic, il est venu quand ça a atteint des proportions stratosphériques.
Ça veut dire qu'il y a un moment, ça devient tellement gros que tu es obligé de te dire: «C'est plus possible, à un moment, faut arrêter et calmer le jeu», quoi. En fait, c'est venu d'une anecdote, il y avait un gars en plus, les pires haters, ça peut être des lovers avant, donc c'est très volatile. C'est ça que je suis détaché aujourd'hui. Les gens, ils vous aiment, ils vous détestent du jour au lendemain. Ça n'a aucun sens, vraiment, ça n'a plus aucun sens. Les gens, je sais pas comment ils dans leur tête, je sais pas comment c'est. Moi, j'ai pas tendance à aimer détester les gens comme ça, que je connais pas en plus. Je m'en fous, en fait, et je crois qu'il y a un moment, le gros truc qui a déclenché ça, c'est cette personne, en fait, c'était un contact qui avait l'air de bien m'aimer, et puis un jour, il y a eu une petite embrouille, elle est partie dans son drama, et en plus, moi, j'estime vraiment avec le recul, j'ai rien à me reprocher, et cette personne n'était pas très stable, je pense, et elle a commencé à m'insulter, m'envoyer plein de messages, presque me menacer et tout. C'est pas la pire, hein, la menace, je vais en parler après. Mais cette personne était très virulente et vraiment en gros manque de respect. Et moi, j'aime pas ça et du coup, j'ai coupé court. Et un jour, je croise cette même personne dans un événement. Pendant tout l'événement, elle a baissé la tête et elle m'a évité. Et moi, j'étais bien, tout le monde me respectait, je connaissais un peu tout le monde et tout le monde me connaissait un peu parce que c'est un événement dans le milieu. Et mais cette personne, elle a vraiment rasé les murs, elle m'a évité, pas croisé mon regard. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc tu fais le gros rageux sur Internet, tu m'insultes, tu y vas. Et quand on se croise, t'assumes plus. Et là, en fait, c'est la première fois que j'ai été confronté à quelqu'un dont je sais que c'est un hater. Et j'ai dit, ah, c'est ça les haters, en fait, c'est des gens qui aboient derrière un écran et puis dans la vraie vie, ben. Et ça m'a, je sais pas, psychologiquement, ça je parle il y a quelques années, hein, mais ça m'a détaché. Et plus récemment, j'ai eu un client qui m'a volé pour plus de 3 000 € de formation. Je vous passe les détails. Cette personne, elle a vraiment eu accès à plus ça, et après, elle a payé qu'une partie. Finalement, elle s'est arrêtée, puis elle a demandé remboursement et elle n'était pas contente et tout. Et cette personne, en fait, elle a commencé à m'envoyer plein, plein, plein de menaces, et ça a duré pendant des mois. Et c'était vraiment, là, pour le coup, on était dans du harcèlement. Et cette personne, en fait, elle a pas arrêté. À un moment, j'ai tout coupé parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Et puis moi, je suis pas du genre à aller attaquer les gens. Mais j'ai quand même un bon petit dossier de cette personne, dont des messages qui datent de plusieurs années et qui montrent ma bonne foi. Parce que cette personne était passée de lovers à haters, encore une fois, hein. Les gens, c'est très, très, très binaire chez eux. Et j'avais rien à me reprocher. Par contre, j'ai pris vraiment des preuves pour si un jour il faut avoir le recours légal. Et j'ai pris aussi des preuves du harcèlement de tous les messages. Et il y a un moment, cette personne, j'ai tout coupé. Et puis un jour, j'ai fait une erreur. Et je crois que j'ai dû la débloquer ou un truc. Et puis après, j'ai vu encore comment recommencer à m'envoyer des messages. En plus, à un moment où j'étais vraiment pas d'humeur. Et ouais, on est humain. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça m'a vraiment, j'ai dit non, toi, tu vas trop loin. Et du coup, j'ai dit à cette personne, si ça continue, ce sera plus à moi que vous aurez affaire. Donc, mais vraiment, je vous dis des menaces, des menaces. La personne, elle voulait me détruire, vraiment. Je vais te détruire, ta réputation, machin. Ok, vas-y. J'ai un dossier sur toi. Si je le sors, c'est toi qui est terminé. Et elle a continué. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Courrier d'avocat, commissariat, dépôt de plainte. J'ai plus jamais entendu parler de cette personne. Et je l'ai dit, d'ailleurs, quand je suis allé déposer la plainte, parce qu'à un moment, ça allait trop loin. Il y a un moment, j'ai dit, bon, j'ai pas en fait, moi, mon temps est précieux. Moi, j'aime pas aller attaquer les gens. Franchement, j'ai dit, moi, je suis pas du genre, j'ai dit ça au commissariat. Ça m'intéresse pas d'aller attaquer des gens. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Et puis rentrer dans des trucs. En fait, moi, la paperasse et tout, ça me saoule. Mais il y a un moment, t'es obligé parce que ça va trop loin. Et quand tu commences à m'envoyer des menaces de ce niveau, et franchement, je vous dis, moi, je suis du genre, si quelqu'un me menace, je vais lui demander d'assumer ces menaces. À tort ou à raison, mais si vous me menacez, moi, je suis vraiment du genre à aller, vas-y. Franchement, si tu parles, assume. Parce que moi, j'aime pas les paroles. Et cette personne, elle a pas assumé parce qu'après, j'ai plus jamais entendu parler d'elle. Donc, c'est pour vous dire que même quand ça va très loin, les haters, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que ce sont des lâches. Si tu as que ça à faire de ta vie, c'est déjà qu'elle est pas très bien, donc tu as déjà perdu. Et puis, quelle énergie. En fait, j'ai des haters, j'en ai plein sur les réseaux, sur les pubs et tout. Et puis, tu vois les gens, tu vois leur mentalité, tu te dis, bah, les chiens à bois, la caravane passe. Je crois que c'est la meilleure attitude. Continue. Continue ta vie parce que les haters, il y en aura toujours. Et je pense qu'à un moment, j'ai peut-être cru naïvement qu'on pouvait changer les gens et que ça allait changer et tout. Quand tu vois les proportions que ça prend parfois, il faut arriver à ces extrêmes, tu te dis, bah,
Ouais, bah, de toute façon, il y en aura toujours et c'est même un indicateur qu'on fait des choses qui ont du sens donc je crois que le pire, c'est l'indifférence. Allez, on enchaîne et beaucoup on me demande est-ce que où je vis. D'ailleurs, je crois que beaucoup d'entre vous pensez que je suis tout le temps soit tout le temps en voyage ou que je vis à l'étranger ou même que je suis évadé fiscal. Non, en fait, j'habite dans le sud-ouest. J'habite dans le sud-ouest de la France. Mon entreprise, elle est en France. J'ai pas de montage d'exil fiscal. Pour l'instant, je suis pas ailleurs. Si un jour, encore une fois, moi, je laisse la porte ouverte. Si un jour je quitte vraiment la France, ce sera pas pour des raisons fiscales. Et je peux vous dire que pourtant, je pèse contre le système, mais il y a aussi des très très bons côtés qu'on oublie. Je peux vous dire que quand ça allait mal au niveau de la santé, je suis content d'avoir été pris en charge sans que ça me entre guillemets ruine, même si j'ai une mutuelle de malade avec mon entreprise. Non, mais plus sérieusement, en fait, malgré en plus le système de santé, il est parti en vrille. Non, et ça qui m'énerve, c'est qu'on paye masse d'impôts et tu vois ce qu'ils en font. Je me dis, ça va où l'argent, quoi. Mais bref, c'est pas le sujet ici. Si je quitte la France, c'est une question de valeur et de mentalité, vraiment. C'est une question de valeur et de mentalité parce que même sur l'argent, c'est pas une question d'argent, d'impôt, de taux d'imposition, c'est une question de mentalité, c'est une question de c'est old school, même les impôts. Il faut toujours, enfin quand tout va bien, ça va bien, mais le jour où tu as un petit souci, on fait tout pour te démonter en fait. Mais encore une fois, moi je touche du bois et j'ai toujours eu de très bonnes relations et jamais eu de gros soucis. J'ai eu des soucis à l'époque avec le RSI, pour ceux qui ont connu hein, le RSI qui a détruit beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs. C'était une aberration le RSI. Donc, j'avoue qu'à l'époque avec le RSI, j'ai failli quitter la France à cause de ça. Vraiment, je dis autant, après, bon, c'est la boîte de Pandore, hein, c'est comme l'URSSAF, quand tout va bien, ça va bien, mais le jour où vous avez un problème, ça s'enchaîne. Heureusement, je touche du bois encore une fois, toujours pas eu des problèmes, que ça soit au niveau fiscal ou social, mais la France, moi, je suis pas du genre, si je me casse, c'est pour pas payer d'impôts. J'estime que je suis dans un pays, j'accepte les règles, je paye des impôts. Mais bon, qu'est-ce que vous en faites du fric? Et puis surtout, moi, ma vraie question, c'est les valeurs, l'environnement, est-ce que je me sens bien? Après, moi, je suis assez libre pour bouger régulièrement. C'est pour ça que, oui, j'ai mon pied à terre dans le sud-ouest, mais je voyage quand même beaucoup. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Franchement, je pense que il y a 3 trucs. La bêtise et ce que j'appelle la bêtise, c'est l'ignorance voulue. Ça veut dire, moi, je suis pas en fait, je ne juge pas quelqu'un qui a une forme d'ignorance et je suis pas du genre à juger quelqu'un qui manque de culture. Vraiment, je vais jamais juger négativement quelqu'un pour ça. Par contre, si tu me montres que dans ton comportement, ton ignorance, tu la cultives par une forme de médiocrité selon mes valeurs, en critiquant tout le monde, en jugeant, en restant médiocre et en rabaissant les autres, pour moi, c'est de la bêtise. La bêtise. Il y a également l'hypocrisie. Je déteste. Moi, par exemple, j'arrive pas à être hypocrite. Je sais pas. En fait, je crois que je sais pas mentir. C'est en gros. Je trouve que parfois, c'est un problème. Hein. J'arrive pas à être hypocrite parce que même avec des gens, j'aimerais pouvoir être hypocrite, mais je n'arrive pas à faire semblant. Parfois, ça se voit que j'aime pas quelqu'un. Non, c'est méchant, mais j'ai vraiment du mal. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Quand j'aime pas, après, je suis pas du genre à détester les gens, mais c'est juste, il y a des gens avec qui je suis pas compatible et j'ai juste envie de les fuir parce que l'énergie, ça matche pas. Donc, reste pas à côté de moi, me parle pas. C'est vraiment ça, mais je suis très poli et respectueux, hein, je vous rassure. Après, il y a vraiment ce qui m'énerve, la mauvaise foi. Ah là 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 là. Les gens qui font preuve de mauvaise foi, mais arrêtez, s'il vous plaît. Je crois que je déteste les gens qui prennent pas leurs responsabilités. Franchement, moi, quand je fais une connerie ou quand je fais une erreur, j'assume et je m'excuse, point barre. Je vais pas chercher la mauvaise foi pour me dédouaner. Enfin, la mauvaise foi, j'ai beaucoup de mal. Donc ça, je crois que c'est les 3 trucs. La bêtise, la connerie pure, choisie, l'hypocrisie et la mauvaise foi. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi qui peut m'énerver, c'est la lenteur. Quand les choses sont lentes. Je parlais du système français, l'administratif, je pète un câble. L'administratif, moi, je pète une durite. C'est tellement c'est lent et parfois tu vois le truc. Franchement, la lenteur, quand je suis dans la rue, que je marche, je suis un peu speed, quelqu'un me ralentit et prend tout le passage, ça peut me saouler en voiture aussi et tout, etc. Mais la vraie lenteur où les gens ils te ralentissent là, et tu vois que ça pourrait aller plus vite. Parfois, tu es même dans un magasin où tu as l'administratif et tu vois comment la personne elle bosse. Et moi qui suis un taré de la productivité, de l'optimisation, tu vois comment elle pourrait bosser mieux.
il y a des fois où vas-y, ça avance, et puis des trucs qui pourraient aller plus vite. Et encore une fois, oui, je suis impatient. J'avoue, je suis impatient, je bosse dessus. Mais il y a des choses, en fait, l'impatience, c'est il y a des choses qui prennent du temps et j'accepte, je suis patient, j'apprends à être patient. Mais il y a des choses qui pourraient tellement aller plus vite et tu te dis, mais putain, il faut que ça avance, quoi. Donc, ouais, moi, vraiment, la lenteur, ça me rend dingue, surtout quand on me ralentit. J'ai vu une scène il y a 2 jours dans un supermarché, un Leclerc précisément. Je rentre avec le caddie. Vous avez les portes tournantes là où tu peux avoir 2 personnes avec un caddie dedans. Vous savez, vous rentrez, ça tourne et tu passes quand tu peux. Et je vois un couple de retraités, peut-être 70, 75 ans, qui arrivent. On parle de lenteur et de bêtises, ils arrivent. Et le truc commence, ils arrivent à leur caddie, ils arrivent comme ça, et le truc commence à se fermer. Là, le truc coulissant, il passe. Et je vois la scène, je les vois volontairement, ils avancent et ils bloquent avec le caddie. Et je regarde le truc, je dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il attend pas que ça passe et après tu passes derrière tranquillement?» Non, ils bloquent. Et après, ils sont choqués que le truc se soit arrêté et puis on se retrouve dedans tous coincés comme des cons. Et je les regarde en mode, mais juste pourquoi? Ça me fait penser vraiment au film Zombie de Romero dans le supermarché où tu vois les zombies qui avancent, avec le caddie, brrr. Mais en fait, c'est une anecdote qu'on on peut en rigoler, mais moi, ça me fait flipper, en fait. Parce que je parlais de lenteur, de bêtises et tout, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très vifs et qui sont en mode automatique, qui sont en mode, mais vous êtes présent dans le monde dans lequel vous êtes. Vous savez qu'il y a un monde qui tourne, qu'il y a des gens autour, qu'il y a des trucs qui se passent. L'anecdote, elle est, pour le coup, bah oui, anecdotique, pardon, mais c'est pas juste ça, c'est que je vois beaucoup de gens, ça peut m'énerver aussi, mais c'est lié à tout ce que j'ai dit. Je trouve que les gens sont devenus mais tellement égoïstes, auto-centrés. Moi, je toujours à vouloir, parfois tu en vois des tarés qui pour gagner 2 secondes sur la route mettent tout le monde en danger. Toujours en fait ce truc de pressé pour rien ou lent pour rien, enfin je sais pas, c'est ça m'agace un peu de ce qui est devenu l'être humain dans sa forme de là où j'enregistre 2023. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus éteints. T'as pas la lumière dans les yeux et je trouve ça à la fois triste, mais à la fois inquiétant. Parce que si vous n'avez pas vu le film Idiocratie, regardez-le et j'ai l'impression qu'on arrive dedans. Et c'est pas par mépris, pour qui tu te prends, tu critiques les gens, tu juges. Non, je pense que vraiment, si on partage un minimum de standards et de valeurs, la masse, elle est en train de s'abrutir et on les abrutit et les gens, ils se laissent faire et ça, je trouve ça vraiment triste et c'est un truc qui m'énerve. C'est comment on est passé à d'aussi peu d'esprit critique, autant de gens qui sont dans une pensée binaire, c'est tout ou rien, c'est, pour ou contre, c'est vraiment ça. J'ai lâché prise dessus parce que je contrôle pas le monde, mais ça m'exaspère et parfois, je peux aller une journée où je dois faire des courses ou des démarches et tout, je vais rentrer, je vais être vidé, ça va pomper mon énergie juste parce que j'ai croisé ce type de personne. Donc voilà, je suis transparent, je travaille dessus, j'ai appris à passer au-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un moment, le monde, tu le contrôles pas, mais il y a des fois, je suis un peu triste. Et je dirais pas que c'est qu'en France, hein, c'est partout, il y a toujours ça partout. Mais c'est vrai qu'en France, on est quand même des champions au niveau du pessimisme. Voilà. Donc, quel a été mon plus gros échec? Oh là là, les échecs. Mes échecs, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Je pourrais pas dire le plus gros, le plus dur, celui que j'ai le plus mal digéré à l'instant T, c'est ma première année d'études que j'ai foiré. Parce que moi, comme je vous dis, j'étais très bon en maths, j'étais très bon en sciences. J'ai eu un bac scientifique avec des très bonnes notes en physique et en maths. SVT, je crois que j'ai pas eu une super méga note, mais une plutôt note correcte. Mais je suis arrivé en prépa intégrée en école d'ingé et je me suis tapé des 3 en physique, des 8 en maths ou des 5 en maths. Mon ego, il a pris cher et ça a été très, très dur et j'ai foiré ma première année d'études, 1re année en plus mon premier hiver, je viens de Martinique, hein, 1er hiver, des matières où je comprends plus rien, les mathématiques qui sont passées de «je maîtrise les maths, c'est facile, une facilité» à la prépa où, les maths, c'est devenu un langage codé que je comprends plus. Qu'est-ce que je fous là? Je voyais pas ce que je foutais dans cette école. J'étais vraiment ça a vrillé dans mon moral. J'ai vraiment fait une grosse dépression pendant ma première année d'études.
Et ça a été un vrai échec d'avoir raté cette année. Mais avec le recul, c'est vrai que plusieurs années après, ça c'était quoi? C'est l'année entre 2005 et 2006. Je vois ça avec le recul, je me dis, bon, en fait, tant mieux. Tant mieux que j'ai pas continué dans ça. C'était pas ma voie. Et puis surtout, bah, on se rend compte que c'est pas si dramatique. Tu rates une année d'études, tu changes. Je suis allé en DUT informatique et puis j'ai quand même passé le DUT parce qu'au bout d'un moment, quand tu es antillais, tu pars à l'étranger, enfin à l'étranger, comme quoi c'est lapsus révélateur parce que c'était vraiment l'étranger quand je suis arrivé en hexagone, hein, vraiment, hein, c'est culturellement, météorologiquement, c'est pas la même chose. Donc il y a eu une forme de culture choc. Mais à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que ouais, c'est peut-être pas pour moi et puis surtout, bah, ça m'a forgé et puis, j'ai continué après en école de commerce à Bordeaux et c'est là que j'ai eu le coup de cœur pour la ville de Bordeaux et aussi que j'ai l'impression que ma vraie vie étudiante a vraiment commencé quand je suis arrivé à Bordeaux. Donc voilà, ça, pour moi, ça a été un gros échec, mais qui a été un tremplin. Mais sinon, je peux donner le point commun entre tous mes échecs, si vous voulez. Le point commun, c'est la stagnation et la complaisance. Le moment où je commence à me reposer sur mes lauriers, à me dire c'est bon, je gère. Et c'est très dur parce qu'il y a des trucs sur lesquels je vais beaucoup bosser comme un taré. En fait, c'est comme ça que je suis. Je bosse comme un malade pendant, pendant une très courte période pour devenir bon dans un truc. Et une fois que je suis bon, oh, c'est bon. Et ça, c'est une erreur. Et tous mes échecs sont venus de quand j'ai arrêté le mouvement, ou j'avais plus faim, parce qu'en fait, comme multipotentiel, je me lasse vite. Bah, souvent, quand je reste trop dans un truc, mais que je me lasse, c'est là que l'échec n'est pas loin. Donc, j'ai appris à pas rester au même endroit, à me connaître, à continuer d'apprendre, d'innover, à bouger. Quand un truc me saoule, bah, avoir le courage de finir, oui, mais passer à autre chose rapidement. Donc, ça, c'est un équilibre de multipotentiel et c'est un équilibre que je sais que la mort lente arrive généralement, et je vous en ai parlé, quand on commence à stagner et qu'on commence à se complaire là où on est. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce qui m'énerve, c'est la complaisance, c'est la médiocrité dans la forme de la bêtise. Ben, moi, quand je tombe dans ça parce que je reste humain et je fais aussi des conneries, je crois que c'est ça qui peut y contribuer. Donc là, on va passer maintenant à la partie qui vous intéresse beaucoup. Je sais pas pourquoi, en fait, c'est une obsession. C'est la partie argent. Quelles sont mes sources de revenus et combien je gagne? Alors, mes sources de revenus, principalement le business, l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que mes sources de revenus principales, il y a le salaire que je verse avec mon entreprise et parfois des dividendes. Donc il y a deux façons de retirer de l'argent de son entreprise. Soit on se paye un salaire qui va être bien, bien, bien taxé par l'État français, par charges sociales, patronales, etc. Bref, l'URSSAF, la partie sociale sur le salaire et la partie impôt après qui arrive derrière. Allez, impôt sur le revenu, on va prendre un petit peu. Et hop, double raquette. Donc salaire, oui, mais surtout aussi et dividendes et surtout réinvestissement dans la boîte et faire tourner. Je vous en parle un petit peu après. Donc, et dans la boîte, c'est les programmes en ligne, c'est le consulting, c'est les conférences où je suis payé. C'est également, donc ça, c'est pour la partie business. La partie, on va dire, beaucoup plus sur personnel, à part le business, j'ai pas, en fait, je compte pas sur directement des sources, je veux dire direct. Je compte plus sur un portfolio d'investissement et je fais travailler l'argent pour moi. Ça veut dire que moi, mon objectif dans cette phase de vie où je suis, c'est pas de juste avoir plein de sources qui rentrent dans ma poche, c'est de faire circuler l'argent pour me créer justement un portfolio dont je parle dans Manifeste et me créer justement, c'est des sources de revenus passifs, mais c'est pas des sources de revenus passifs que je dépense directement. Donc pour mettre du contexte, pour simplifier. Donc parce que moi en fait j'ai un gros problème, je vous le dis avec l'argent, c'est que quand soit j'en reçois trop ou quand j'en ai trop sur un compte qui dort, j'ai besoin de le dépenser. Donc au lieu de le dépenser dans des conneries, je l'investis et je le fais travailler parce que on a tous nos personnalités et moi si à un moment sur mon compte il y a trop d'argent, j'ai besoin je sais pas, voilà, c'est comme ça. Et j'ai appris que pendant longtemps, j'ai fait la connerie de dépenser, sauf que quand tu dépenses, c'est perdu. Et maintenant, ce que je fais, c'est que quand il y a beaucoup, j'attends pas d'avoir beaucoup, hein, mais quand il y a investissement direct, boum,
OK, on prend ça à l'avenir et puis, mais sinon il y a pas le temps d'avoir beaucoup parce que c'est tout de suite réinvesti et je fais tourner l'argent. Ça, c'est vraiment ma philosophie et puis le gros sujet qui revient beaucoup, c'est combien je gagne et c'est quoi mon salaire? Alors, pour vous dire, c'est vrai que l'argent est très tabou en France et j'aime pas partager mes revenus. J'ai aucun problème avec les anglophones, bizarrement. Mais en France, je suis pas et je vous le dis, moi j'assume. Je suis pas à l'aise avec le fait de le partager, mais si vous voulez, je peux vous donner des fourchettes. Parce qu'en fait, dès qu'on partage, les gens ils réutilisent ça, ils en font une obsession. Je sais pas, c'est très malsain. Dans le monde anglophone, tu partages tes revenus, OK, et puis next. Ici, le truc, c'est ah, tu gagnes autant, ou alors ah, je pensais que tu gagnais plus. Ah, je sais pas, mais on s'en fout en fait. Vraiment, j'estime qu'on s'en fout. Moi, vraiment, je vous dis, je m'en fous de ce que gagnent les autres. Pourquoi? Parce que je capte tout de suite le niveau. Un, je base pas. Alors, avant de vous donner, hein, et je vais vous donner des réponses. Avant de partir sur le niveau de revenu, moi déjà, je suis pas dans l'état d'esprit d'associer mon identité à mes revenus. Ça veut dire que je gagne beaucoup, enfin dans ma vie, j'ai gagné beaucoup, j'ai, galéré aussi et ça a jamais défini qui je suis, en termes de valeur et ma valeur, c'est ma capacité à générer justement de la valeur, à persévérer et continuer et être une, entre guillemets, «bonne personne» pour mon entourage. Également, pareil pour les autres, le niveau de revenu peut m'intéresser sur du business pour des campagnes marketing ou un niveau de business et savoir comment scaler, passer des niveaux. Mais combien la personne gagne dans sa poche, je m'en fous parce que chacun a des besoins différents et vit différemment. Donc moi, au niveau du business, en termes de chiffre d'affaires, ça varie. Encore une fois, vraiment, ça varie d'un mois à l'autre, mais on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, ça, c'est du chiffre d'affaires. C'est pas dans ma poche, hein, parce que les gens comprennent pas le système. Ensuite, il y a la partie sur le salaire que moi je sors. Alors, je sais, il y en a qui demandent, est-ce que tu as déjà passé le million, les 7 chiffres et tout? Oui, voilà. Vous êtes content? Oui. Maintenant, le truc, c'est que cet argent-là, combien je me verse dans ma poche en salaire? Alors là, franchement, je me verse pas un énorme salaire. Alors, pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est que dalle. Moi, mon salaire, c'est entre 2 000 et 3 000. Et pourquoi je donne une fourchette? Parce qu'en fait, ça dépend. Il y a des fois, on peut verser une petite prime pour des projets ou des investissements, mais vraiment, c'est une fourchette entre 2 000 et 3 000. Et sachant que parfois, je peux être capable de le réduire pour me payer en dividende après, ou bon, bref, il y a plein de trucs qui font que j'essaie aussi d'éviter par rapport aux tranches, d'adapter pour pas que l'URSSAF me saigne trop, même au niveau fiscal, mais j'ai un salaire qui me suffit largement pour vivre. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'on peut se dire soit c'est beaucoup, soit c'est que dalle, mais déjà, il faut savoir que moi, je vis de façon extrêmement simple. Vraiment, je vous dis, je vis simplement. Après, il y en a qui, pour certains, c'est pas simple, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai pas un lifestyle où je vais dans des soirées où je dépense 50 000 balles en une soirée parce que le monde de la nuit, c'est pas mon monde. La plupart des activités que je fais sont gratuites, sont gratuites. Parce que moi, c'est quoi? C'est aller faire du sport, parfois en extérieur et tout, avec n'importe qui et des gens de toutes les classes sociales, ou aller taper un foot, un five, et c'est quoi? C'est 10 balles pour le foot. Euh, donc, mon gros pôle de dépenses personnelles, bah, à part le loyer, c'est les jeux vidéo et tout. Mais encore une fois, voilà. Donc, il faut savoir que moi, j'ai pas besoin de me verser un gros salaire dans ma poche, pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi l'entreprise et que ça soit ma voiture, notamment la Tesla, appartient à mon entreprise. Je suis le chef d'entreprise, mais c'est à mon entreprise, voiture professionnelle. Également, il y a plein de choses sur beaucoup de déplacements et tout qui sont de l'ordre de l'entreprise parce que mes déplacements sont professionnels pour la majorité. Et quand ça n'est pas le cas, ben, c'est de ma poche, certes, mais en fait, c'est pour vous dire que il y a mon entreprise et ce que je gagne dans l'entreprise, je le réinvestis pour me payer moi une partie, mais aussi pour financer des projets avec l'entreprise. Donc du coup, l'argent n'arrive pas forcément toujours dans ma poche et c'est pas forcément toujours pertinent. Donc je sais que pour beaucoup, voilà, ça peut paraître compliqué et tout, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vis vraiment et je me plains pas, je vis extrêmement bien et je pourrais même vivre avec moins, et c'est ça le pire parce que j'avoue que je sais vraiment, enfin, s'il y a bien un truc que je sais faire, c'est gérer mon argent. Parce que en fait, je le gère aussi bien maintenant que quand j'en avais très, 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 très peu. Et après, ben, moi, l'argent, je l'utilise, le réinvestis et le fais travailler.
Donc moi, ça m'intéresse pas voilà, mais je profite aussi, vraiment, je me prive pas. Enfin, vraiment, je vous dis, chacun a des besoins différents et moi, ça me suffit largement pour mon lifestyle. Et moi, je suis content de pouvoir payer mes prestataires, les personnes autour de moi qui bossent avec moi. Tout le monde est payé en temps et en heure. J'ai toujours eu une ligne de conduite. Je paye les gens en temps et en heure. Ça m'est déjà arrivé par le passé de me sacrifier pour payer les gens avant moi. C'est important. Moi, c'est pas dans l'argent, c'est impossible. C'est inenvisageable de pas payer quelqu'un qui a fait du travail pour moi. C'est inenvisageable. Je peux pas être à l'aise. Les gens qui font ça, moi, je comprends pas comment ils font au niveau de même leur, je sais pas, il y a pas de fierté, il y a pas de dignité, il y a pas d'orgueil, enfin. Donc ouais, non, en fait, je crois qu'il y a un fantasme de la vision de la richesse de la masse. Encore une fois, moi je juge pas, il y a des gens, ils ont besoin d'un lifestyle de malade, de dépenser des dizaines de milliers d'euros chaque mois pour leur lifestyle. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Voilà, bah, je vous le dis et j'ai aucun problème pour le dire. Est-ce que ça va changer par la suite? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais craquer et j'aurai envie d'avoir un yacht, etc. Et ben, c'est pas mon délire, moi. Franchement, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai même beaucoup plus que ce qu'il me faut. Et la perception de la richesse que les gens ont, le truc de le luxe, pour avoir. En fait, oui, j'ai des marques et j'ai des objets de luxe, je vous le dis de façon honnête, mais ça n'a rien changé à ma vie. Et même maintenant, une fois qu'on a. Par exemple, on donne l'exemple de la voiture, une fois que tu l'as, en fait, tu t'en fous, ça devient normal. Et c'est pour ça que j'ai compris. En fait, l'argent, il faut en gagner beaucoup pour comprendre aussi sa valeur importante parce que tu as pas de compte à rendre, tu as toute une liberté qui est indispensable, mais il y a plein de choses sur lesquelles, en vrai, on s'en fout alors on le fantasmait avant. Moi, quand j'étais étudiant, je rêvais un jour de faire des putains de soirées dans des grosses villas et tout. Je vais pas cacher que j'en ai fait dans les dernières années, pas comme j'avais imaginé, mais j'ai fait des trucs vraiment cool. Et puis finalement, tu te dis, bon, ouais, ok, bon, c'est pas si bien que ça en fait. Enfin, c'est cool, mais donc voilà, c'est pour ça que je suis pas dans le jugement de comment chacun utilise son argent, mais moi, je vous la transparence, je vous ai dit, voilà, voici comment, voici avec ma perception de l'argent. Et moi, l'argent, ma philosophie, c'est que je préfère l'investir, payer des gens, développer des projets et puis surtout me faire un putain, une bête de portfolio pour l'avenir. Parce que au lieu de flamber maintenant, je peux profiter. Encore une fois, je ne suis pas dans la privation, j'investis pour l'avenir, mais je me prive et je bosse comme un taré. Moi, qualité de vie, franchement, j'ai une qualité de vie, gratitude. Je suis pas stressé, je bosse à mon rythme, je bosse beaucoup, mais à mon rythme. Je bosse avec des gens avec qui je kiffe bosser, j'aime ce que je fais. Mais au-delà de ça, tout ce qui est pour l'avenir, ça me fait kiffer. Vraiment, j'aime bien. C'est comme un petit jeu vidéo où tu fais des investissements et tout, et ça, je kiffe. Mais voilà, je construis plus l'avenir, même pour quand j'aurai des enfants et tout, pour financer leurs projets. Il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi, c'est que j'investis aussi beaucoup, beaucoup dans des boîtes, mais les dividendes qui versent, je les réinvestis, je les garde pas pour moi. Donc, c'est ça que je vous dis, franchement, je pourrais avoir beaucoup plus de cash, mais ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc je fais avec. Ça a changé, on évolue, chaque palier. Vraiment, je crois que j'ai cramé beaucoup plus d'argent dans la vingtaine que dans la trentaine, pour être honnête. Voilà pour un petit peu ce point-là. Je voulais le développer et à la fois être transparent avec vous, tout en étant précis sur ça. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, sur le chiffre d'affaires, c'est très variable. C'est déjà arrivé que je fasse des mois à plus de 6 chiffres, un peu moins, beaucoup plus. C'est très variable selon le modèle des campagnes, marketing, etc. Mais généralement, sur le business, franchement, j'ai largement cassé les objectifs dont j'ai réellement besoin et le reste, c'est du bonus et de l'ambition et ça dépend des périodes. Ensuite, alors, quelle est ma journée type? Je parlais de qualité de vie. Alors, ma journée type, j'ai fait une super vidéo où j'ai partagé 24 heures avec moi. Ma journée type, c'est me réveiller. Je me réveille. Je suis heureux de me réveiller déjà et gratitude d'être en vie, hein. C'est déjà quand même une victoire. On dit souvent que le sommeil, c'est une petite mort et que quand tu te réveilles, c'est une nouvelle journée, une nouvelle vie. Tu commences, hop, t'es frais. Ensuite, quand je me réveille, ben, j'aime bien passer un petit moment respiration, lecture. Je fais pas le miracle morning, moi. Ensuite, je vais passer une phase d'écriture et de création. Quand je me réveille, mon cerveau, il est connecté je sais pas, au cosmos, à l'univers, ou je sais pas, au réveil, j'ai des
masse d'idées, contenu, idées pour le business, tout ça, boum, 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 là ça sort. La créativité, je pose tout sur papier et tout. Ensuite, je vais avoir une phase, bon, j'épargne de tout ce qui est douche, tout ça, ça paraît évident, l'hygiène. Mais généralement, je commence mes journées avec la partie créative et ensuite avec la partie deep work. Donc le matin, je vais bosser généralement entre 9h et midi ou entre 8h et 11h, ça dépend l'hiver ou l'été, parce que l'hiver, je me réveille plus tard. Je suis pas du matin. Ensuite, je vais vraiment charbonner, 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 boum, boum, boum. Deep work, vraiment le matin, c'est là que je suis à fond. Et après, avant de manger, je fais du sport. Donc, soit je prends mon vélo, je vais faire un tour, soit je vais courir, soit je vais aller sur le terrain de basket et s'il y a des gars, on fait un match, sinon je m'entraîne tout seul. Ou alors, j'aime pas aller en salle de sport, c'est pas trop mon délire. Ou alors, je vais faire du sport à l'intérieur s'il pleut ou que j'ai pas envie de sortir et faire du cardio, renforcement musculaire, etc. Donc, je fais le sport souvent avant manger, je mange et l'après-midi, c'est freestyle. Soit c'est des rendez-vous, des réunions, d'école, des rendez-vous clients, soit c'est de enfin, des choses à faire, l'administratif, etc. Généralement, je cale l'administratif sur le lundi, ou alors, bref, l'après-midi, c'est très, très, très freestyle, freestyle, pardon, ça dépend des jours. Et la soirée, j'ai parfois des gros coups de boost de travail en début de soirée. Et je suis quand même quelqu'un du soir et parfois je peux être productif la nuit. Donc je peux pas mentir, il y a des fois où je bosse le soir, des fois je bosse pas, et je vais peut-être être en mode jeu vidéo. Et puis surtout, bah, parfois le soir aussi, il y a les webinars que j'organise le soir. Donc les webinars vont se faire généralement soit à 19, soit à 20h jusqu'à 22 ou 23. Mais quand il n'y a pas de webinar, ben, je suis plutôt en mode jeux vidéo, chill, film, Netflix, parce qu'il faut aussi se détendre. Et puis avant de dormir, c'est là où je vais avoir un peu de lecture. Il peut arriver que je lise le matin au réveil ou que je lise l'après-midi, donc ça dépend du rythme. Voilà pour ma journée type. On m'a demandé si j'étais en couple. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop partager ma vie privée, comme ma famille, tout ça sur Internet. Bah, vraiment, si vous voulez savoir, encore une fois, si je dis que je suis transparent, je suis transparent. Oui, alors au moment où j'enregistre, je suis en couple avec quelqu'un avec qui je suis très heureux. On est en couple depuis 2014 et je suis très heureux avec cette personne et très comblé et une grosse gratitude de cette personne que j'aime très très fort et avec qui ça se passe très très bien. Et comme dans tous les couples, il y a des engueulades, mais il y a aussi des très beaux moments. Et voilà, si ça vous intéresse, oui, je suis heureux en couple en ce moment. Et encore une fois, hein, comme je dis, bah, l'essentiel, c'est d'être heureux. Quand vous soyez seul ou en couple, c'est d'être heureux. Mais je pense quand même que le couple, c'est important pour avancer dans la vie. Mais après, on peut aussi préférer être seul. Chacun, franchement, je suis pas dans le jugement, dans les règles de il faut que tu te maries avant tel âge, etc. D'ailleurs, je suis pas marié, hein, non. Et c'est pas, enfin, je vous avoue, ça c'est vraiment un truc très personnel. Le mariage, c'est pas un truc qui, pour l'instant, m'attire. Mais encore une fois, moi, je suis tellement ouvert à tout ce qui peut changer. Et d'ailleurs, on m'a demandé aussi si j'avais des enfants ou si c'était en projet. Pour le moment, à l'instant T, non. La recette pour réussir. Si on avait une, non, pour moi, en fait, c'est un ensemble de. C'est pas une recette. Enfin, comme toute recette, tu as des ingrédients, mais ça va changer selon les personnes. Non, je crois vraiment que le gros truc, c'est de comprendre où on est bon et de faire converger pour les multipotentiels nos forces et où on est bon. Et à partir de où on est bon, de trouver une voie qui nous correspond. Et dans cette voie, persévérance, régularité, tout ce que j'ai dit au début, savoir aussi se réinventer, savoir aussi s'entourer. La réussite, on dit souvent que c'est juste une histoire de persévérance et de méritocratie par rapport au travail. Non, l'entourage y joue énormément. Prendre soin de son corps et son esprit et continuer de faire évoluer son corps et son esprit. Faites travailler le corps, faites travailler l'esprit, musclez les deux. Un peu de tonus, un peu de force physique, mais aussi force mentale, c'est extrêmement important pour passer à d'autres niveaux. Donc continuez et c'est de la régularité. Et puis beaucoup, beaucoup de persévérance, de discipline. Et, si vous combinez ça, vous avez les ingrédients principaux, mais après, il y a une toute petite part d'aléatoire. Mais l'aléatoire, c'est ce qu'on contrôle pas. Par contre, ce que vous contrôlez, c'est vous créez votre chance en continuant à persévérer, en ne lâchant pas, mais persévérer pas façon bête et brute, persévérer en vous réinventant, en apprenant, en essayant différemment, en devenant meilleur. Et puis pour finir, où te vois-tu dans 10 ans? Alors là, je vais vous répondre très simplement. Dans 10 ans, je serai là où je devrais être. Ça se trouve dans 10 ans, je serai plus là.
Dans 10 ans, je serai dans un autre pays. Dans 10 ans, je serai passé à autre chose. Dans 10 ans, je ferai la même chose. Dans 10 ans, non, en fait, si je sais que derrière, vous voulez savoir c'est quoi mon ambition dans les 10 prochaines années. Honnêtement, s'il y a un truc qui, moi, je veux vraiment et que je travaille dessus, là, je commence beaucoup dessus parce que j'ai pris du retard l'année dernière parce que j'ai eu des soucis, comme j'ai dit, des imprévus. Mais rayonnement anglophone et même international grâce à l'anglophone et plus de livres et de conférences. C'est vrai que ça m'a frustré les années de crise, entre guillemets, qu'on a vécues parce que j'ai dû arrêter les événements et les conférences alors que j'adore ça. Et j'ai pris du retard sur l'écriture de mes livres, mais ça, c'est moi et moi-même. Non, en fait, livres, conférences, internationales, ce sont les 3 mots-clés. Vraiment les trucs que j'ai envie de cultiver les 10 prochaines années. Voilà, pour vous donner une direction, mais après, moi, la vie là, franchement, je suis à un endroit où j'imagine même pas être il y a 10 ans et la vie peut tellement laisser des surprises que j'aime aussi en fait, j'ai pas une ambition, je veux être là, parce que tu te projettes et tu peux même te frustrer de pas y être. Je suis plus dans qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que je sème et que je cultive pendant 10 ans. Est-ce que ça va à quoi ça va aboutir? Je m'en fous parce que si je le fais, c'est ça qui me rendra fier parce que je me dis: «J'aurais fait ce qui est juste, ce qui est important, ce que j'aime et ce que qui me tenait à cœur» et là, j'ai aucun regret et après les conséquences, je contrôle pas et j'ai envie de laisser une part de surprise dans la vie parce qu'elle m'a réservé aussi des belles surprises. Voilà pour, les réponses aux questions. On arrive presque à 1 heure, donc c'était le format que je voulais faire, vraiment format long. Je sais qu'en ce moment, hein, c'est la mode des formats courts et tout et moi, j'ai décidé de faire des formats longs, d'aller contre courant. Voilà, je suis comme ça et j'espère sincèrement que ça aura pu vous aider à avoir une autre partie de moi. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai voulu être transparent avec vous, du mieux que je pouvais avec les limites de ce que j'ai pas envie de partager et ça, à vous de le respecter et si vous le respectez pas, tant pis pour vous parce que je le dirai pas quand même. Sur la vie intime et tout, non, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Mais, c'est ce que je voulais vous apporter sur, ces questions qui sont tellement, tellement revenues, que, je voulais quand même le partager avec vous pour que vous voyez aussi une autre facette de moi et que vous puissiez avoir aussi cet échange plus, entre guillemets, pas intime, mais comme là, j'arrive à, je vais fêter, je pense que ça, ce sera publié peut-être, un petit peu avant mon anniversaire parce que je vous ai préparé un contenu exclusif pour, justement pour mon anniversaire, pour partager, ce qui a fait la différence sur tous les rêves que j'ai réalisés les 12 dernières années. Donc ce sera la même semaine, donc ça fera peut-être vous aurez peut-être 2 ou 3 formats de ce style-là dans la semaine. Vous allez me dire: «Mais j'ai pas le temps, Johan, tu déconnes et tout». Non, allez, on trouve le temps. Vous pouvez m'écouter pendant que vous faites autre chose. Non, vraiment, là, c'est ma semaine, spéciale, un peu plus intime, voilà, je partage parce que j'ai envie pour qu'on puisse passer ce nouveau cycle, parce on est rentré dans l'année du lapin pour ceux qui ont suivi et j'ai envie qu'on rentre dans ce nouveau cycle avec une nouvelle perspective et que vous compreniez aussi le fond de mes valeurs, de ma façon de fonctionner, de ce que je pense vraiment et de qui je suis. Comme ça, si on continue d'avancer ensemble, au moins vous savez à qui vous avez affaire, et puis, vous faites le choix de continuer ou pas, vous êtes libre. Encore une fois, moi je suis pour la liberté, donc chacun fait ce qu'il veut et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. N'oubliez pas, hein, comme je le dis, hein, bah, voilà, faut le demander. Bah, laissez un petit like, laissez un retour, commenter, ça coûte rien, mais c'est important pour l'algorithme. De toute façon, c'est pas le genre de contenu qui a vocation à toucher un nouveau public et peut-être plus les gens qui me suivent déjà. Enfin bref, on verra. Je contrôle pas les algorithmes, mais je voulais le partager avec vous, donc c'est fait. L'intention a été envoyée. Merci à vous, plein de succès à vous et je vous retrouve pour des futures aventures et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que là, j'ai préparé tellement de nouveautés que je pense que ça va vous plaire.